Régulièrement, on aime se poser la question de quel est le film le plus intime, le plus personnel d'un réalisateur. C'est d'ailleurs parfois utilisé comme étant un argument dans la promotion d'une œuvre, et cela serait même une sorte de gage de qualité. Concernant Miyazaki, certains avancent que son film le plus intime serait Mon voisin Totoro, qui serait semi-autobiographique étant donné que la maman de Miyazaki, comme celle de Mei et Tatsuki, était atteinte de la tuberculose durant l'enfance de ses enfants. D'autres pensent que son film le plus personnel serait Le vent se lève, Miyazaki ayant deux fascinations dans la vie, la nature et la technologie et plus particulièrement les avions. Le vent se lève est effectivement une déclaration d'amour du réalisateur au monde de l'aéronautique via la biographie de Jiro Horikoshi, créateur des fameux avions Zero, symbole de l'aviation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. De plus, la femme d'Hirikoshi est également atteinte d'une forme de tuberculose, comme la maman de Miyazaki. Malgré quelques recherches, je n'ai pas réussi à trouver des informations fiables sur sa véritable femme. Peut-être que c'est une facette de l'histoire créée par Miyazaki en hommage à sa maman. Étant donné que cette vidéo ne s'appelle pas Miyazaki et Totoro ou Miyazaki et le vent se lève, vous avez bien compris que selon moi, son film le plus personnel, le plus intime, c'est Porco Rosso. Petit synopsis pour resituer le film à ceux qui l'ont vu il y a quelques temps, et pour ceux qui ne l'ont jamais vu, quittez cette vidéo et filez le voir. Quelques années après la fin de la Première Guerre mondiale, vers la fin des années 20, Porco Rosso mène sa vie marginale de pilote d'hydravion dans l'Adriatique entre l'Italie et la Croatie. Tantôt au repos sur sa petite île déserte, tantôt à la poursuite des pirates de l'air ou tantôt au restaurant de Gina, l'homme à la tête de port vit tranquillement sa retraite de pilote des forces aériennes italiennes. Tout d'abord, Porco Rosso est un film à part dans la filmographie de Miyazaki. Déjà, si l'on prend tous les films qu'il a réalisés avec le studio Ghibli, c'est-à-dire excepté le château de Cagliostro et Nausicaa dans la vallée du vent, c'est le seul film avec Le vent se lève à avoir un homme comme personnage principal, les créations de Miyazaki mettant d'habitude en scène de jeunes héroïnes. À ce titre, Porco Rosso est déjà une œuvre à part. Ensuite, dans le film, il ne se passe pas grand-chose. Attention, c'était pas une critique négative, j'ai pas forcément besoin d'avoir un scénario à la Interstellar pour apprécier un film. Ce que je veux dire, c'est que Porco Rosso est davantage un film d'ambiance et d'atmosphère que de péripéties. De plus, si je ne me trompe pas, histoire d'asseoir sa singularité, c'est le seul film de Miyazaki à se dérouler complètement et explicitement en dehors du Japon. Et par rapport aux autres créations du maître, le scénario est bien moins fourni qu'un Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoke par exemple. Ce qui est particulier dans ce film, et cela relève de mon analyse personnelle, c'est que l'histoire racontée n'est certainement pas le moment le plus important de la vie du protagoniste. Comme si sa vie était un long fleuve tranquille et qu'il avait choisi d'en partager avec nous un fragment. Un fragment pas forcément plus important de ce qu'il est arrivé ou de ce qu'il va arriver. Je vais faire un petit graphique pour illustrer mon propos, avec en abscisse le temps et en ordonnée l'intensité émotionnelle. Pour comprendre ce graphique, je vais prendre pour exemple une histoire que tout le monde connaît. Voici la vie d'Harry Potter, sa vie entière. Au début, c'est avant d'aller à Poudlard, donc pas une vie très stressante on va dire, et là, c'est après la mort de Voldemort. En résumé, les films se sont déroulés à cette période-là de sa vie, et ici la petite bosse, c'est l'enfant maudit. Ce que je veux dire, c'est que les films nous comptent en général les moments ayant la plus grosse intensité émotionnelle dans la vie de ces personnages. Il n'y aurait pas grand intérêt de faire un film sur la vie quotidienne d'Harry Potter vers ses 25 ans. Voici un autre exemple, la vie de Chihiro. L'intensité émotionnelle a fortement augmenté lorsque ses parents ont été transformés en porcs et est bien redescendue lorsque la malédiction a été levée. Revenons-en à Porco Rosso, voici la vie de Marco. Ici c'est la Première Guerre mondiale. Et le film ne se situe pas là, mais là, dans une période relativement calme. Et aurait pu se situer là ou là, ce qui est déjà assez particulier pour le souligner. D'autres films de Miyazaki, comme Le Château ambulant ou Chihiro, débutent sur une malédiction faisant office d'éléments perturbateurs. Vieillesse pour Sophie, transformation en porc pour les parents de Chihiro, et se terminent sur la fin de cette malédiction. Dans Porco Rosso, la malédiction d'être transformé en porc est vraiment secondaire. Ce n'est clairement pas le centre de l'histoire, si bien que personnellement j'avais même oublié pourquoi il l'avait été. Et Miyazaki joue même avec nous sur ce point. À la fin, lorsque Porco Rosso reçoit un baiser de la jeune Fio, il semblerait que son visage soit redevenu comme avant, mais on n'en a aucune certitude, aucune image, aucune preuve, tout simplement parce que Miyazaki veut nous dire que l'essentiel n'est pas là. Mais alors, si l'essentiel n'est pas la malédiction de Porco Rosso, si les péripéties ne sont pas forcément le centre de l'histoire, que nous raconte ce film ? Je vais être assez pragmatique. Selon moi, Porco Rosso mène la vie que Miyazaki aurait voulu vivre. Oui, Miyazaki est nostalgique d'une époque qui a réellement existé, mais qui n'a pas eu la chance de vivre. Et en partant sur cette base, Porco Rosso serait donc une sorte d'alter ego de Miyazaki à l'écran. Et on va voir par la suite que les similitudes entre le créateur et sa création sont assez nombreuses. Porco Rosso est un passionné de l'aviation, tout comme Miyazaki, ce n'est pas un secret. Mais pour approfondir cette similitude et leur approche commune de l'aviation, on va remonter un petit peu le temps.
Miyazaki était un jeune garçon passionné par les avions étant enfant. Rappelons qu'il est né au début de l'année 1941 et que le Japon s'est retiré de la Seconde Guerre mondiale suite aux 2 bombes atomiques, Hiroshima le 6 août et Nagasaki 3 jours plus tard, le 9 août 1945. Miyazaki a donc connu la guerre et les bombardements jusqu'à ses 4 ans et demi, sans compter qu'à partir de 1945, il a continué de grandir dans un Japon meurtri et en pleine reconstruction. On peut dire que d'un côté il est traumatisé par la guerre et le chaos que cela engendre, mais d'un autre côté il est fasciné par les avions, y compris ceux qui servent lors de conflits. Porco Rosso partage également cette vision de l'aviation. Dégoûté de l'humanité, ou plutôt du manque d'humanité dans une guerre, Marco se transforme en cochon et refuse de devenir un héros de la nation. C'est d'ailleurs pour cela que durant le duel contre Curtis, il n'utilise pas sa mitrailleuse, il refuse de tuer. Pourtant les avions de guerre, c'est toute sa vie. Concernant Miyazaki, il faut savoir que son amour pour les avions lui vient de son père. Katsuji Miyazaki était avec son frère à la tête de l'entreprise familiale Miyazaki Airplanes. Ils y fabriquaient des pièces, dont des gouvernails pour les avions Zero, les avions de guerre de la flotte japonaise ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale. Il faut également savoir que Miyazaki a toujours reproché à son père de s'être enrichi durant la guerre. Donc cette réplique dans Porco Rosso est lourde de sens. Les mots de Porco Rosso pourraient très bien être les mots de Miyazaki lui-même envers son père. Petite parenthèse, le père de Miyazaki a forcément vu Porco Rosso étant donné qu'il est décédé en 1993, soit plus d'1 an après la sortie en salle du film. On reviendra un peu plus tard sur le traitement de la guerre dans Porco Rosso, intéressons-nous maintenant aux opinions politiques de Miyazaki en citant une interview qu'il a accordée à Libération. Lorsqu'on l'interroge sur sa sensibilité pour le marxisme, il répond entre autres « J'aspire toujours au fond de moi à une société plus juste, je reste influencé par l'idéal communiste formulé par Marx. » Visiblement, son engagement pour le communisme est resté intact depuis ses jeunes années. Avant de fonder le studio Ghibli, il a travaillé en tant que dessinateur pour les studios Toei, et est même devenu en 1964 le secrétaire en chef du syndicat des travailleurs de la Toei, syndicat qui est, comme son nom l'indique, très à gauche. C'est d'ailleurs au sein de ce syndicat qu'il rencontre sa femme, mais également Isao Takahata, avec qui il fondera près de 20 ans plus tard les studios Ghibli, comme quoi son engagement pour le communisme a été déterminant dans sa vie. Dans sa gestion des studios Ghibli, on peut pas dire qu'il ait renié ses idéaux, il a même révolutionné le métier de dessinateur au Japon. Normalement, en tout cas dans les sociétés de production classiques, un dessinateur ou un intervalliste est payé au dessin, exactement comme un freelance, ce qui n'était pas du tout avantageux pour les travailleurs. Chez Ghibli, les employés avaient un contrat de type CDI, donc une sécurité de l'emploi rare pour ce milieu, mais surtout un salaire environ 2 fois supérieur à ce qu'il pouvait gagner ailleurs. En résumé, on pourrait dire qu'il a combattu l'ubérisation du dessin au Japon. De plus, les studios Ghibli ont interdit à leurs employés de travailler de nuit, contrairement aux autres studios. Mais vous allez me demander pourquoi je vous parle de communisme et de travail de nuit. Porco Rosso réagit donc exactement comme Miyazaki a dû réagir auprès de ses employés lorsqu'il a interdit le travail de nuit. On peut également ajouter que l'avion de Porco est de la couleur officielle du communisme, le rouge. Sans oublier que Porco Rosso se traduit par le port rouge, et dans le langage plutôt familier, un rouge, c'est un communiste. Et croyez-moi, ce genre de détail n'a pas été laissé au hasard par un perfectionniste comme Miyazaki. De plus, il est intéressant de constater le timing de ses références. Porco Rosso sort en salle seulement 2 ans après la chute du mur de Berlin, qui sonne le coup d'arrêt du communisme dans le monde, bien qu'il faut tout de même préciser que Miyazaki n'a jamais été partisan de l'expérience du communisme en URSS. On peut également rebondir en parlant de la musique emblématique du film, Le Temps des Cerises, chanson française écrite en 1868, mais popularisée en 1871 lors de l'insurrection à Paris. Insurrection qui durera plus de 2 mois, durant lesquels les Parisiens ont proclamé la Commune de Paris, et ont mis en place un système politique d'autogestion d'inspiration communiste ultra novateur pour l'époque. C'est même un communard, un membre du groupe ayant été à l'origine de cette initiative, qui écrira les paroles de cette chanson culte. Malgré la victoire des Versaillais sur les communards, Le Temps des Cerises, qui nous rappelle avec nostalgie la douceur des jours meilleurs, ne quittera plus l'histoire de France. Le Temps des Cerises sera chanté lors de la lutte du Front Populaire en 1936, lors de la Libération en 1945 ou encore lors de mai 68. Cette chanson, historiquement très à gauche, est selon moi la chanson nostalgique par excellence. Ainsi, en la choisissant pour son film, Miyazaki fait un peu une pierre deux coups. Il continue ses références envers le communisme tout en cultivant l'ambiance nostalgique de son film. D'ailleurs, ce n'est peut-être que mon ressenti personnel, mais j'ai l'impression que les autres musiques de la BO du film semblent être dans le même thème, comme si Le Temps des Cerises avait vraiment orienté tous les choix musicaux de Porco Rosso.
J'aimerais ensuite continuer mon analyse en parlant du traitement de la guerre dans son film. Comme je l'ai dit précédemment, Miyazaki déteste la guerre autant que Porco Rosso, mais je trouve que le film va beaucoup plus loin que la simple analyse, la guerre c'est pas bien. Ce qui va suivre est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais bon, si vous avez regardé mes autres vidéos, vous commencez à être habitué. Mais j'ai le sentiment que Miyazaki, à travers Porco Rosso, nous montre sa vision idéalisée et totalement utopique de ce que devrait être la guerre. Un affrontement utilisant des appareils à la pointe de la technologie, mais ne faisant pas de mort. Et oui, malgré la présence et l'utilisation de mitrailleuses, il n'y a pas de meurtre dans Porco Rosso, pas même la moindre blessure. À vrai dire, Miyazaki nous présente une opposition plus proche d'un tournoi de chevalier que d'une querelle meurtrière. C'est pour cette raison-là que j'ai affirmé dans ma chronique précédente qu'il n'y a pas de méchant dans Porco Rosso. En soi, on peut affirmer qu'il a des adversaires, mais pas des ennemis, et la différence est grande entre les deux termes. À certains moments, on pourrait même se dire que cela relève de la complicité, comme lorsque Porco propose aux pirates le partage de leur butin en échange de les laisser tranquilles. Certains pourraient contre-argumenter en disant que Marco se fait tirer dessus par des méchants, ce à quoi je répondrais: vous avez déjà vu des méchants traiter des otages comme ça? Les petites filles kidnappées ont davantage l'impression de faire un tour de manège que de servir de monnaie d'échange. Et parlons même de Curtis. Clairement, j'aurais beaucoup de mal à l'imaginer forcer Fio à se marier avec lui, sous prétexte qu'il ait gagné son duel contre Porco Rosso. Encore une fois, on est plus proche de la mentalité d'un tournoi médiéval où un des chevaliers voulait impressionner la princesse du château dans le but de pouvoir lui faire la cour. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter cette réplique de Curtis pour se rendre compte qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Ensuite, l'affrontement entre Porco Rosso et les autres aviateurs est régulé par des règles, par une sorte de code d'honneur, ce que ne manque pas de leur rappeler Fio. Miyazaki souligne donc l'importance de normes établies et qui doivent être respectées durant un conflit. Alors c'est vrai que dans notre monde, on pourrait se dire qu'il existe entre autres les conventions de Genève, qui définissent un ensemble de règles à suivre et à respecter en temps de guerre. Alors concrètement, c'est le genre de normes où tout le monde est d'accord avec en temps de paix, mais en temps de guerre, c'est qu'un bout de papier avec de l'encre dessus. Enfin, avant 1949, les conventions de Genève s'intéressaient pas vraiment aux civils. Mais même si ça avait été le cas, ce n'est pas ce qui aurait empêché les États-Unis d'utiliser l'arme atomique contre la société civile japonaise. Et ça, Miyazaki le sait très bien. Il semble souligner dans son film qu'un code d'honneur, immatériel et coutumier, demeure plus efficace qu'un livret ratifié et rempli de bonnes intentions. C'est pour toutes ces choses, sa proximité avec le personnage principal, sa nostalgie d'une meilleure époque, son amour pour les avions, ses petites références au communisme ainsi que son dégoût de la guerre qui font de Porco Rosso le film le plus intime et personnel de Miyazaki. Sans oublier qu'avant même la création du studio Ghibli, Miyazaki a toujours eu pour ambition de mettre en scène un cochon, tout simplement car il adore les dessiner. On va même se quitter sur une petite phrase tirée de l'une de ses interviews. Jusqu'à ce que j'eusse terminé Princesse Mononoke, je me sentais un peu coupable, mais pas trop quand même, d'avoir impliqué le studio dans un projet si personnel. Cette chronique est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'attends vraiment vos avis en commentaire, et pour ceux qui n'ont pas encore vu ma chronique précédente, Miyazaki et la nature, je mettrai le lien dans la description. En attendant, si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon c'est de mettre un pouce bleu, de vous abonner et même de laisser un commentaire. Allez, on se dit à la prochaine.